Bienvenue à tous et merci d'assister à notre petite présentation sur intégrer le comportement de l'attaquant comme capteur actif du SOC. Je me présente directement. Donc moi, je suis Corentin Margrave, je suis fondateur de la société Ballpoint. On développe aussi une application qui s'appelle Trapster, qui est une solution de Deceptive Security, justement pour placer des honeypots sur le réseau. Je suis aussi pentester depuis quelques années, développeur. Je joue un peu aux échecs, j'essaye de m'y remettre. Et je suis accompagné de Nicolas. Bonjour à tous, donc Nicolas Dutot, je suis le responsable du SOC de Nuit France, également analyste N3, incident responder et comme je l'ai marqué, ancien rugbyman mais il y a très longtemps. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi on est là aujourd'hui? C'est surtout pour s'intéresser à la sécurité des réseaux Active Directory, des réseaux internes des entreprises. Aujourd'hui, les solutions traditionnelles qu'on a tous aujourd'hui, donc antivirus, EDR, NDR, protègent d'une certaine manière, mais d'après une étude de CrowdStrike, 79% des attaques aujourd'hui sont carrément exemptes de logiciels malveillants. C'est-à-dire qu'un attaquant peut compromettre une entreprise sans avoir besoin de développer un malware, un virus, juste en se déplaçant avec des outils d'administration standards, beaucoup de vols d'identité, la recherche d'informations sur le réseau. Si l'attaquant utilise ces techniques-là, comment est-ce qu'on peut le détecter? Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, des approches complémentaires à ce qui se fait. Okay. Donc, comme je l'ai dit, les outils traditionnels, entre gros guillemets, même si l'EDR est relativement nouveau, leur objectif, c'est de détecter des comportements anormaux. C'est-à-dire un malware, un pic d'activité, une communication avec un C2 externe, une IP qu'on ne connaît pas. Mais qu'est-ce qui se passe si l'attaquant a volé l'identité de quelqu'un? Donc ça peut être un accès VPN standard, voilà, peu importe, des tokens MFA O365. Ça peut même être une menace interne. On parle très souvent aussi d'espionnage industriel, donc pour des plus grosses entreprises ou des plus petites. Il se connecte ensuite en RDP, donc toujours avec des outils d'administration. Ce qu'il va faire une fois sur le réseau, son objectif, c'est de trouver de l'information, trouver des fichiers, peut-être faire de l'exfiltration, peut-être monter en droit sur le réseau, mais pas forcément. Donc en tout cas, il va se balader sur le réseau. Aujourd'hui, si un attaquant utilise ce genre de technique, il ne sera pas forcément détecté, et c'est très difficile de déceler un comportement atypique de cette manière. Ce qu'on sait, c'est que de base, un attaquant accède au réseau. Dans tous les cas, il va se déplacer sur l'interne, ou en tout cas chercher de l'information, et ensuite essayer d'atteindre un objectif. Cette chaîne de compromission, elle est commune, quel que soit le niveau d'intelligence, de compétence de l'attaquant. Ça peut être un bot complètement automatisé, ou ça peut être une red team qui dure pendant 6 mois. Le cheminement, l'idée derrière sous-jacente, elle va rester la même, ça va être celle-là de se déplacer sur le réseau. Et donc c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ça à notre avantage pour le piéger. On va vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle la Deceptive Security et toutes les approches qui sont autour, qui justement cherchent à détecter le comportement de l'attaquant et non plus détecter des signatures ou du malware. Donc pour ça, il faut qu'on se remette un petit peu dans la peau de l'attaquant, réfléchir comme lui, pour pouvoir mettre des pièges sur le réseau au bon endroit. Le terme Deceptive Security, il n'est pas forcément commun à tout le monde, mais comme je l'entends, pour moi, c'est une stratégie de sécurité supplémentaire. Ça va inclure tout ce qu'on va pouvoir mettre en place sur le réseau pour détecter l'attaquant et surtout le piéger. Vous connaissez peut-être les termes honeypot ou pot de miel. C'est des faux serveurs. C'est une partie pour moi de la Deceptive qui est du coup la stratégie plus globale qu'il y a tout autour. Le honeypot, ça va être un serveur. On va aussi pouvoir placer des faux fichiers, des faux utilisateurs, des fausses signatures sur le réseau. Bref, un ensemble de leurres qui travaillent ensemble pour le même objectif. Le but des leurres, ça va être surtout de détecter l'attaquant. Pas forcément de l'arrêter, ça va être le rôle de l'équipe de défense, du SOC. Mais ça peut être aussi de l'analyser, de le ralentir ou de collecter quelques informations. On verra tout à la fin. On fera une grosse distinction entre le honeypot sur votre réseau interne qui sert vraiment pour la détection et le honeypot comme on l'entend plus traditionnellement qu'on expose sur Internet qui est plus pour faire de la récolte d'informations type CTI. La techno qui doit être utilisée derrière n'est pas du tout la même. Je vous montrerai ça juste après.
Donc l'honeypot, comme je l'ai dit, il a deux objectifs. La partie détection d'intrusion ou le renseignement. Il faut bien savoir qu'en fonction de l'objectif que vous voulez implémenter sur votre réseau et votre objectif sous-jacent, vous n'allez pas du tout appliquer les mêmes outils, la même techno derrière. Il faut bien se rendre compte que il faut d'abord définir votre objectif avant de choisir une techno quelle qu'elle soit. Et ensuite, dans tous les cas, ce qui va vraiment jouer sur cette stratégie déceptive, ça va être la partie crédibilité. Il faut que les pièges que vous allez mettre sur votre réseau correspondent à l'entreprise, aux technos que vous utilisez habituellement, au système de nomenclature que vous utilisez également, et il faut qu'ils soient bien placés pour que l'attaquant tombe dessus. Donc il y a quand même une petite analyse du chemin d'attaque et des différentes attaques qu'on peut faire. Juste une petite aparté, l'idée de cette présentation, c'est déjà de vous montrer un petit peu toutes les stratégies qui existent dans la déceptive, et ensuite on passera sur une démo vraiment pratique où on essaiera de sécuriser un réseau Active Directory ensemble via ce genre de technique. Donc pour bien mettre le contexte, aujourd'hui on va s'intéresser plutôt aux honeypots, ce qu'on appelle low interaction, c'est-à-dire basse interaction. Ces serveurs-là implémentent des services, ils redéveloppent en fait les protocoles réseau et on ne déploie pas des vrais serveurs sous-jacents. Typiquement, si on veut simuler un faux serveur FTP, on ne va pas déployer un vrai serveur FTP, on va simplement déployer le protocole FTP pour détecter l'attaquant. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus léger et il y a beaucoup moins de risques aussi si jamais le serveur se fait compromettre ou attaquer. On n'a pas envie que l'attaquant utilise notre honeypot au final pour rebondir sur le réseau. La partie high interaction, ça va être vraiment des honeypots où là on déploie les vrais services, et pour moi c'est plutôt pour faire de la CTI, pour être exposé sur internet, pour faire de l'analyse de comportement. Donc c'est vraiment deux approches différentes. Je veux faire un petit... Ok. Ok. Il existe d'autres techniques. Donc là on a parlé du honeypot que vous connaissez peut-être d'avant avec des serveurs. Il existe aussi les honey tokens, ou parfois appelés canary tokens. L'idée, c'est de placer des éléments qui vont être utilisés par l'attaquant et déclencher des alertes par eux-mêmes. Un honey token, ça peut être plein de choses, ça peut être des fichiers, ça peut être un lien directement piégé. Un exemple tout bête, vous mettez un document dans votre wiki interne que personne n'est censé aller lire, un document un peu caché, type procédure de backup à ne pas utiliser, et vous mettez des liens qui pointent vers des sites externes. Si quelqu'un clique sur ce lien, ça vous déclenche une alerte et vous savez tout de suite que quelqu'un a consulté le document, et ensuite on peut mener une investigation derrière, de se dire pourquoi la personne a cliqué, qui était-elle, et ainsi de suite. Il y a aussi toute la partie plus traditionnelle des honey tokens avec les fausses clés d'API, les tokens. Donc là, c'est le même principe. Vous mettez des fausses clés d'API, par exemple AWS, sur des postes de développeurs ou d'administrateurs. Si ces clés sont utilisées, c'est que le poste a été compromis d'une manière ou d'une autre. C'est très pratique contre tout ce qui va être info-stealer, où généralement le malware s'exécute sur le poste et cherche à voler les mots de passe ou les clés d'API du poste sur lesquels il s'exécute. Et ensuite, il fait l'exfiltration. Donc au final, le malware ne va même pas toucher au réseau interne, il s'intéresse simplement aux fausses clés, et ça va vous déclencher une alerte. Et après, on peut avoir des choses plus marrantes, comme des QR codes qui sont au final qu'un lien. L'exemple que je donne souvent, c'est par exemple mettre un QR code dans votre salle de serveur pour détecter si quelqu'un le scanne, ça peut être une intrusion physique dans la salle de serveur. Pareil, on peut se dire, ok, on met un petit papier... procédure de backup, ou peu importe, et vous savez que quelqu'un est rentré dans la salle. Donc ne scannez pas les QR codes. Et ensuite, on fera la différence aussi avec des breadcrumbs ou les miettes de pain. Il y a parfois des confusions entre breadcrumbs et honey token, parce qu'au final, c'est assez similaire, et on peut avoir un breadcrumbs qui est un fichier, et un honey token également. La grosse différence, c'est que les breadcrumbs ou les miettes de pain ont pour objectif de diriger l'attaquant vers le honeypot. Donc en eux-mêmes, ils ne déclenchent pas d'alerte, c'est des éléments traditionnels, alors que le honey token, lui, a pour objectif de déclencher une alerte par lui-même. Si je reprends l'exemple d'un fichier docx basique, un honey token docx, ça va être un fichier dans lequel il y a un lien qui s'exécute à l'ouverture du document, et donc on reçoit une alerte quand le lien est consulté. Le lien est aléatoire, donc on sait exactement quel document a été cliqué.
Le breadcrumb, ça peut être juste un document, un fichier texte qui dit tel serveur de dev est à tel IP et voici les identifiants. On place ça quelque part sur des partages réseau. Et si quelqu'un les utilise pour aller se connecter sur le serveur, ça va déclencher une alerte parce que c'est un serveur honeypot. Des breadcrumbs, il en existe plein. L'idée, c'est de placer en fait, sur le vrai réseau des éléments qui vont inciter l'attaquant à se connecter sur notre honeypot et du coup se dévoiler et déclencher l'alerte. Et bien sûr, on peut combiner toutes ces approches sur le réseau interne et c'est là que ça devient intéressant et c'est ce qu'on appelle plutôt la stratégie de Deceptive Security. C'est justement de réfléchir à comment intégrer tous ces éléments sur le réseau interne pour qu'ils fonctionnent ensemble et qu'on maximise les chances de détecter l'attaquant. L'idée très simple, c'est qu'on a un réseau Active Directory ou n'importe lequel, sur lequel on va placer à la fois des faux serveurs, à la fois des faux fichiers, on peut placer des faux utilisateurs, on peut placer des fichiers qui référencent notre honeypot justement pour diriger l'attaquant sur le serveur. Bref, un ensemble de plein de petits objets qui fonctionnent tous ensemble pour essayer de piéger cette personne. L'intérêt surtout, c'est qu'on va pouvoir détecter des comportements, justement, comme on l'a vu avant, qui n'utilisent pas de malware ou juste des outils d'administration standards, et essayer de détecter tout ça. La réflexion que j'entends assez souvent, ou qu'on a un peu au fond de notre tête, c'est de se dire, bon, la Deceptive, ça a l'air super, mais moi, j'en suis pas encore là. D'abord, je vais implémenter mon EDR, après, on verra. C'est vrai. Mais il existe plusieurs niveaux de Deceptive, vous n'êtes pas obligé d'aller sur quelque chose de très compliqué. On le verra juste après en démo, on peut placer un faux utilisateur sur l'AD qui déclenche une alerte en quelques clics. Vous faites la configuration une fois et vous avez déjà un premier niveau de Deceptive un petit peu partiel que vous pouvez implémenter facilement sans avoir besoin de dépenser des milliers d'euros. Donc en fait, la Deceptive, c'est une stratégie mais qui fonctionne par niveau et vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir le niveau complet. Vous pouvez commencer avec des choses très simples. Donc généralement, on distingue 4 niveaux environ. Le niveau 0, forcément, vous n'avez aucune stratégie Deceptive en place. Niveau 1, ça va être vous allez commencer à déployer plutôt des petits éléments, des Zoni tokens, des fichiers à droite à gauche, de manière un peu indépendante. Niveau 2, c'est quand c'est vraiment intégré à votre stratégie de sécurité dans toute l'entreprise. Donc vous avez presque des process en place qui s'intègrent. Le niveau 3, on le verra après, c'est qu'on peut intégrer toute cette stratégie avec les outils du SOC et du coup d'intégrer la stratégie dans la détection du SOC qui au final pilote la stratégie Deceptive comme elle piloterait un EDR. Et à la fin, le dernier niveau, ça va être des niveaux avec des leurres plutôt qui s'adaptent au comportement direct de l'attaquant, qui se déploient de manière automatique avec une vraie mise en place. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on peut passer tout de suite à la mise en pratique, maintenant que vous avez un peu les différents termes et qu'on est tous d'accord sur ce que ça veut dire. On vous a préparé un lab, donc Active Directory, avec le fameux lab GOD, Game of Active Directory, qui permet de déployer un réseau Active Directory avec plusieurs machines. Sur ce lab-là, on a aussi déployé un serveur Wazoo, qui est en fait un SIEM, qui fait de la collecte d'informations sur les différentes machines. Qui permet de faire du monitoring des machines, la remontée d'alerte. Et on a également déployé des honeypots et des breadcrumbs et des honey tokens via Trapster, qui est une solution qui permet de déployer tout ça. On a intégré le tout, on a connecté les différents éléments et on va voir ensemble à travers des attaques comment ça réagit côté défense, comment ça réagit côté attaque et le point de vue de l'attaquant et le point de vue de la défense. Donc moi je jouerai l'attaquant, je vous montrerai qu'est-ce qu'on voit en tant qu'attaquant et Nicolas fera la partie défense qui s'occupe du monitoring de tout ce qui va être Wazoo et de l'interface Trapster. Est-ce que pour l'instant c'était assez clair avec les différents éléments? Ok, très bien. On va se placer dans le point de départ d'un attaquant, c'est-à-dire un attaquant qui a compromis un VPN de quelqu'un, ça peut être aussi une compromission d'un serveur, un accès physique carrément, voilà, il s'est branché au réseau. Bref, le point de départ, ça ne nous intéresse pas trop. On sait que l'attaquant est sur le réseau d'une manière ou d'une autre et qu'il a un accès au réseau. Du point de vue de l'attaquant, ou en tout cas quand vous faites du pentest, de la red team, ce genre de choses, on est un peu en mode brouillard de guerre. Donc je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle.
Mais si vous avez joué à des jeux vidéo, parfois vous arrivez sur un nouveau monde et en fait vous voyez rien autour et vous explorez petit à petit le monde qui va se dévoiler autour de vous. L'attaquant, il est exactement pareil. Il arrive, il connaît l'IP, la machine sur laquelle il est, il ne sait rien de ce qu'il y a autour et il va essayer de chercher par tatillon un petit peu autour et exploiter des vulnérabilités. Donc on va se mettre dans cette position et jouer cette partie-là. Je vais zoomer un petit peu. Est-ce que vous voyez bien? Ça devrait y aller. Donc on va faire la démo en direct en espérant qu'il n'y a pas d'effet démo aujourd'hui. On a tout testé hier, mais il y a toujours un petit effet. Le premier, juste pour valider qu'on a bien accès au lab. Ça commence bien. Non, ok, c'est bon. Je vais lancer un premier scan du réseau, c'est-à-dire que je sais que je suis sur une IP en 192.168.10.0. Je ne connais rien de mon réseau, je vais lancer ce qu'on appelle un ping sweep, c'est-à-dire essayer de faire un ping sur toutes les machines, voir qui répond, et juste pour avoir une petite vision comme ça. Déjà, quand on commence de cette manière, que vous ayez un EDR, un NDR ou quoi que ce soit, ça ne peut pas être détecté, parce que sinon vous allez avoir des alertes toute la journée si dès que quelqu'un fait un ping, vous remontez une alerte. Mais en tant qu'attaquant, ça nous donne déjà un petit peu plus d'informations. Voilà, on a plusieurs machines qui sont ici. Ça nous donne un petit peu le nom de domaine. Voilà, on connaît un peu ce qui est placé. On va ignorer la dernière IP, qui est en fait l'IP de Oiseau. On simule le fait qu'elle soit dans un autre réseau supervisé différemment. Notre réseau d'attaque, ça va être vraiment ce qu'il y a au début. Ensuite, on va faire en tant qu'attaquant des recherches sur les partages réseau. En fait, les parties vraiment souvent gagnantes, même en tant que pentester, quand on arrive sur un réseau, c'est de chercher forcément toutes les IP qu'on peut contacter, c'est de chercher les partages réseau qui sont ouverts ou facilement consultables. Ça va être de chercher des sites web, des services internes qui généralement hébergent des sites web moins sécurisés ou développés un petit peu de manière rapide, qui permettent de rebondir sur un réseau. C'est ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire des choses faciles à trouver, qui ne vont pas forcément générer d'alerte derrière. La première commande que je vais faire ici, c'est de lister tous les partages réseau qui existent sur le domaine. Donc on vise le service SMB. On voit qu'il y a plusieurs machines qui répondent sur le service SMB avec différentes configurations. On va essayer de se connecter en guest, imaginons. On valide l'authentification guest. Il y a certains serveurs qui répondent, ils acceptent l'utilisateur guest. C'est de moins en moins commun sur un réseau Active Directory, parce que c'est bloqué sur les dernières versions. Donc, si vous utilisez du Windows 11 par exemple, vous ne pouvez plus vous authentifier en guest. Mais il y a certains serveurs où c'est encore possible. Et vous voyez que là, on a accès à différents partages réseau, des shares sur lesquels on peut naviguer sans authentification. En ayant fait ça, si j'arrive sur la console de Trapster qui permet de piloter un petit peu la partie honeypot et déceptive, on a directement une alerte comme quoi il y a eu un port scan qui a été détecté sur notre honeypot et on a le détail des ports qui ont été tentés. Si vous utilisez l'outil NXC, qui est un outil un peu couteau suisse pour les attaquants, pour les pentesters, quand vous allez contacter sur le protocole SMB, en fait NXC contacte aussi plusieurs ports en même temps. Et donc nous, on le détecte comme étant un scan de port. L'attaquant est sur le réseau depuis 2 minutes. On a déjà une première alerte, comme quoi quelqu'un a touché un honeypot. C'est une seule alerte, et on peut considérer étant critique dans le sens où personne n'est censé communiquer avec ce serveur. Donc déjà, du point de vue de la défense, c'est intéressant. J'ai bien switch sur Oiseau, juste pour Ouais. voir s'il remonte. Alors oui, il y a beaucoup d'alertes. J'ai pas clear, c'est la démo de la semaine qui fait que c'est monté très haut. Mais théoriquement, si les règles ont été bien faites et si le réseau marche bien, et tu l'as pas enregistré évidemment.
Alors, fais-toi plaisir. On recherche le mot de passe de la console, on arrive. Trop de sécurité. Ok. Je l'ai un peu chargé, merci. Alors. Et si je prends la dernière qui pop de ce matin. Et non, c'est celle d'hier, donc elle n'est pas remontée. Ouais, donc effectivement, j'ai encore bossé hier soir sur le lab et j'ai dû casser quelques trucs. Si on prend l'exemple, c'est pas celle-là. Voilà. On voit que dans les règles qui ont été configurées dans Wazoo, avec tout un collecteur fait en Python, on a bien une requête SMB qui a été observée venant de Trapster, parce que j'ai connecté Trapster avec Wazoo. Parce que forcément, en tant que SOC, vous n'êtes jamais sur 25 consoles en même temps, vous êtes sur votre SIEM et vous devez avoir tout qui retombe au même endroit. Ensuite, on se déplace sur la solution dont on a besoin. Là, en l'occurrence, je vois que c'est Trapster qui me lève une alerte, donc j'ai basculé sur Trapster pour aller voir ce qui se passe derrière. Mais j'ai besoin d'avoir tous mes logs au même endroit. Et donc là, je vois bien que sur mon fichier trapster.log est remontée une requête SMB qui date de maintenant, midi 21, provenant du 172.16.1.2, mais je crois que tu as fait le 1.3. Non, 1.2, c'est l'IP du 2P. 1.2, donc c'est bon. Et voilà, j'ai bien ma SMB query qui vient d'arriver en anonyme. Ce qui fait que quand je vois ça, alors forcément, normalement j'ai moins d'alertes, mais quand je vois ça, je peux basculer directement sur Trapster pour dire ok, qu'est-ce qui s'est passé, où il est allé, qu'est-ce qu'il a fait, et commencer à chercher tout ça. Et peut-être récupérer l'adresse IP justement attaquante pour la transformer en IOC que je vais mettre dans mon SIEM pour dire ok, maintenant sur le reste de mon réseau, dès que tu vois cette adresse, tu coupes et ça évite les problèmes. Et le compte rendu RSSI qui part derrière évidemment. Je laisse continuer. On attaque de fou. Donc en tant qu'attaquant, on pense qu'on a juste consulté des shares, au final on a déjà été détecté, mais on peut aller un petit peu plus loin, on a pas mal de shares qui sont accessibles en lecture-écriture. On va en prendre un qui est par exemple celui-là, en point 13, qui est au final l'IP de notre honeypot. On a mis un partage réseau vraiment standard sur le honeypot avec quelques fichiers qui peuvent être modifiés bien sûr pour coller au contexte de l'entreprise. Donc toujours dans l'idée d'avoir quelque chose qui soit cohérent dans votre réseau, dans votre contexte. Je me dis bon bah super, ça peut être fait depuis une machine Windows qui a été compromise, depuis une machine extérieure qui s'est connectée au réseau. Ça peut être fait de plein d'endroits en tant qu'attaquant. Donc je me dis voilà, il y a plusieurs fichiers, j'ai un fichier CSV que je vais essayer de consulter. Peu importe le contenu, ce qui est intéressant c'est juste que voilà, l'attaquant, on lui donne des choses à aller voir. Et encore une fois, derrière, on a des alertes qui sont remontées, cette fois-ci des requêtes qui ont été faites sur ce service, et on voit le chemin, le fichier exact qui a été cherché par l'attaquant, et aussi l'authentification. Donc s'il s'était connecté avec un compte utilisateur qui a été compromis et qu'il l'utilise pour pivoter sur le réseau, vous avez l'information, et ça peut vous dire, ok, l'IP qu'il utilise, on peut déjà la bloquer, ou en tout cas mener une investigation. Le compte sur l'AD, pareil, on peut aller voir la personne, est-ce que c'est toi qui es allé voir sur ce serveur? S'il vous dit non, bah, on coupe le compte, on coupe les accès et on isole la machine et on peut après faire de l'étude sur le poste qui a été compromis. Le principe est le même sur un petit peu tous les autres aspects de la déceptive, c'est d'avoir des alertes qui vont remonter, qui sont critiques, très cohérentes, et avec assez peu de faux positifs normalement, vu que personne n'est censé connaître cette IP. Ça, c'était la première partie. Et même principe, quand vous attaquez et que vous
vous allez consulter un fichier comme le password CSV, vu que tous les champs parsés remontent dans Wazoo, automatiquement, j'ai le nom du fichier qui a été consulté par l'attaquant. Donc ça me confirme, puisque moi, dans ma liste de tâches, je sais que j'ai mes tokens qui sont là. Ça veut dire que si celui-là a été tapé, ça me confirme une deuxième fois que l'attaquant est bien en train de se balader sur ce serveur-là. Donc il faut que je mette en place ces défenses sur le reste de mon Donc là, c'est dans le cas où un attaquant irait faire des scans de réseau, essaye de se déplacer sur le réseau. On peut se dire, ok, si l'attaquant, en fait, s'il est beaucoup plus prudent que ça, il va peut-être pas scanner toutes les IP dès qu'il arrive. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il arrive sur notre honeypot justement et qu'il s'y connecte? En reprenant l'idée des breadcrumbs dont je parlais tout à l'heure, c'est de mettre des petits indices pour essayer de l'envoyer sur le honeypot. J'ai pris un exemple vraiment le plus classique qu'on peut trouver, un truc assez simple, c'est les shares sysvol. Donc si vous avez un Active Directory, vous savez que le share sysvol, c'est un share de configuration qui est accessible à tous les utilisateurs authentifiés du domaine, qui contient très souvent des scripts d'administration avec des mots de passe, avec des anciens scripts un petit peu oubliés. Et donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir se dire, on va simuler un administrateur qui aurait mis un script il y a 10 ans sur un share qui aurait été complètement oublié. Mais dans ce script-là, on va mettre l'IP de notre honeypot avec des faux identifiants. L'attaquant, il va se dire, super, j'ai trouvé ça, j'ai des identifiants clairs, je vais essayer de m'y connecter. Et tout de suite, on aura l'alerte également derrière. Donc je vais simuler un attaquant qui se connecte sur le share sysvol avec des identifiants d'une personne qui l'aurait compromise. Donc ici, c'est Odor. Je suis un utilisateur authentifié, ou en tout cas j'ai volé la personnalité d'un utilisateur du domaine. Je me connecte sur le partage sysvol, je vais tout de suite voir les scripts. Et là, super, il y a un script PowerShell de backup, ultra intéressant. C'est un petit script qui fait simplement du backup, qui se connecte à un partage SMB. On a l'IP 10.13 et là, on a des usernames mots de passe. En tant qu'attaquant, je me dis, c'est génial, je vais essayer de m'y connecter. Je vais prendre l'IP. On peut essayer de rescanner notre honeypot. On voit qu'il y a un service FTP par exemple. Donc je me dis que je vais pouvoir peut-être faire de la réutilisation de mots de passe pour me déplacer sur le serveur. Je me connecte en FTP, donc j'ai bien une petite bannière Microsoft FTP Service. Je vais utiliser les identifiants DevOps et le mot de passe que j'ai trouvé dans un fichier que je viens de voler. Logging fail, bon, pas de chance, c'est peut-être un script oublié qui est plus d'actualité. Par contre, cette fois-ci, si on revient également sur la partie Trapster, vous avez deux alertes. Donc la première, quelqu'un s'est connecté au service FTP, mais en plus, comme on a la main sur le serveur, on peut vérifier les mots de passe qui sont tentés par les utilisateurs. Nous, on a généré ce script-là en amont, avec un mot de passe qu'on a injecté dans notre faux fichier PowerShell. Donc on sait que si quelqu'un utilise ce mot de passe, c'est forcément qu'il a trouvé le fichier, parce que c'est un mot de passe totalement aléatoire. Donc on peut faire une corrélation entre le fichier qu'on a placé sur le serveur sysvol et la personne qui est en train de se connecter. Donc ça permet en plus de réduire le faux positif, parce que le mot de passe qui a été essayé, il aurait pu, c'est sûr à 100% que la personne l'a trouvé là où on l'a placé. Donc on sait que quelqu'un essaie de se connecter, on a l'IP source, et en plus on sait qu'il a essayé de se connecter sur un serveur sysvol, et donc là on peut remonter toute la chaîne en tant que réponse à incident. On a beaucoup plus d'informations. Si vous voulez ajouter... Non, je suis en train de me dire que le FTP, tu peux montrer les API event? Tu veux pas les montrer? Parce que j'aimerais bien voir le log type. C'est breadcrumbs. C'est breadcrumbs ou FTP? Breadcrumbs, il y en a deux. Okay. Et après il y a celui-là. Alors là on a l'exemple parfait, c'est que Corentin aime bien me mettre... aime bien me mettre mal à l'aise devant, c'est-à-dire qu'il m'a donné à peu près toutes les attaques qu'il allait faire sauf celle-là. Donc évidemment, je n'ai pas du tout parsé cette attaque-là. Donc moi, de mon côté, j'ai aucune remontée d'alerte dans mon Wazoo. Donc là, il est passé à travers comme il voulait. Donc c'est pour ça que quand vous récupérez la solution, c'est bien d'avoir les infos de tous les log types qui peuvent être remontés par la solution pour créer toutes vos règles et être capable. J'ai mis en place les requêtes SMB, j'ai mis en place le RDP, j'ai mis en place le scan de port. Donc tout ça, ça me remonte à chaque fois qu'il lance un truc. La partie FTP, pas prévue. Donc voilà. Donc, je peux aller voir Wazoo, j'aurai que dalle.
Et après, dans les différentes solutions, après, vous avez forcément des alertes par email, des webhooks que vous pouvez mettre en place, et la vue plus SIEM au niveau de Wazoo. Donc là, c'était quelques exemples sur plutôt la partie serveur, la partie honeypot. Maintenant, on peut se replacer plutôt dans une vision de Blue Team, de comment est-ce que j'implémente justement cette stratégie. Là, on était plutôt dans la partie attaque et comment ça réagit. Un outil qui est très utilisé, que vous connaissez peut-être, c'est Blowdown, qui est utilisé à la fois par les attaquants pour mapper les réseaux, mais aussi par la Blue Team, également pour mapper leur réseau et trouver leurs propres vulnérabilités. Donc Blowdown permet de récupérer les infos de votre Active Directory et de vous les afficher sous forme de graphe. Donc c'est très très pratique pour découvrir des chemins de compromission qu'on n'aurait pas vu, par exemple avec des problèmes d'identité ou de configuration. J'ai déjà fait la récupération des infos de l'AD via Blowdown. Donc en fait, on lance un agent, ça peut être un agent sur Windows, vous lancez pour qu'il se connecte au serveur LDAP, récupérer les infos de votre Active Directory, ça vous donne des fichiers JSON que vous mettez dans Blowdown et ça vous l'affiche sous forme de graphe. C'est hyper pratique. Et ensuite, on a une petite interface web sur laquelle vous pouvez vérifier votre Active Directory. Je vais m'y connecter et vous montrer un petit peu le type d'informations qu'on pourrait récupérer. Il y a des queries qui sont déjà faites, par exemple récupérer l'ensemble des administrateurs du domaine. Donc voilà, on voit qu'il y a 2 administrateurs du domaine qui sont 2 utilisateurs qui sont dans le groupe domaine admin. On peut aussi voir les relations de trust entre les Active Directory. Je vous présente rapidement Blowdown pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Mais on peut aussi rechercher directement des vulnérabilités sur le réseau. Il y a par exemple, est-ce que certains utilisateurs sont vulnérables à des attaques de type Kerberos-Sting? On a juste à cliquer sur un endroit et on voit que j'ai 5 utilisateurs ici qui sont vulnérables à des attaques de type Kerberos-Sting, c'est-à-dire qu'un attaquant peut demander un ticket Kerberos de ses utilisateurs pour ensuite essayer de casser le mot de passe en local. Donc en fait, il récupère, pour vraiment simplifier, il récupère directement le hash de l'utilisateur qui peut casser de manière hors ligne. Avec ce type d'outil, on peut mapper un petit peu sur notre réseau ce genre d'utilisateurs qui seraient vulnérables, aller voir où est le problème. Derrière, on a du coup créé, nous, un wrapper autour d'un autre outil qui s'appelle FakeHound, qu'on a appelé Deceptive Check, qui en fait récupère ce genre d'informations et vous donne des opportunités de deceptive par rapport à ses utilisateurs. Un exemple très rapide que je peux faire, c'est ici ce qu'on appelle les stale admin, c'est-à-dire qu'on a plusieurs administrateurs qui sont sur le réseau, mais qui ne se sont pas connectés depuis pas mal de temps. Donc généralement, ça veut dire que c'est des comptes qui ont été oubliés, qui ne sont pas forcément managés parce que s'il n'est pas connecté et si le compte n'est pas désactivé, du coup, il respecte encore d'anciennes politiques potentiellement. Donc ça peut être des comptes intéressants aussi en tant qu'attaquant à aller viser, à aller chercher. Avec le wrapper qu'on a fait autour de ça, ça nous donne directement les opportunités de déceptif qu'on peut mettre, c'est-à-dire ici, on pourrait transformer ces utilisateurs-là en comptes honeypot, c'est-à-dire de monitorer précisément l'utilisation de ces comptes-là et remonter les informations dans des outils type Wazoo ou autres, parce qu'on sait que personne n'utilise ce compte. Donc si quelqu'un l'utilise ou quelqu'un essaye de se connecter, c'est forcément un attaquant, c'est pas normal, vous aurez beaucoup moins de fausses alertes également. On a également créé plusieurs comptes, ce qu'on appelle des comptes canaries. Donc pareil, c'est des comptes OniToken du domaine qui ne doivent plus être utilisés. Et on a fait des règles très spécifiques dans Wazoo pour matcher l'authentification à un de ces comptes-là. Forcément, sur un énorme domaine Active Directory, on ne peut pas monitorer toutes les mauvaises tentatives de connexion à tous les comptes, parce que sinon on aurait une alerte dès que quelqu'un se trompe de mot de passe. Par contre, si quelqu'un se trompe de mot de passe sur un de ces comptes, là, c'est beaucoup plus inquiétant.
Donc je peux faire le test, essayer de me connecter à un de ces comptes ici. On l'a appelé Sensa Stark Backup par exemple, avec un mot de passe totalement aléatoire. Là encore, c'est un peu de l'imagination. Soit l'attaquant essaie de se connecter avec un mot de passe qu'il aurait trouvé, mais vous pouvez aussi placer des fichiers qui référencent ce mot de passe, donc des anciens fichiers de configuration. Encore une fois, pour l'inciter à venir se connecter. En tant qu'attaquant, je vois juste que j'ai un logging fail. Pour moi, pas grand-chose s'est passé. Par contre, côté Oiseau... Si elle va partir remonter aussi vite. Il va falloir que tu te reconnectes. Si. Ah, il déco à chaque fois. Voilà. Allez. Ça nous laisse le temps de remonter l'alerte, mais l'idée c'est que derrière vous allez récupérer l'authentification de l'utilisateur, donc avec une alerte très précise qu'on peut noter avec un niveau de criticité que l'on veut. Dans ce cas-là, nous on l'a noté en critique en se disant on a une alerte, mauvaise tentative de connexion, ça remonte en critique, ça repasse au niveau du SOC et les équipes savent tout de suite comment réagir. Donc pour la démo, forcément, j'ai tout mis en critique dans un vrai SOC, dans quelque chose de mature. On n'ira pas aussi haut, on mettra des nuances pour pouvoir les retrouver plus facilement. On fera effectivement derrière un dashboard qui remonte ces tokens-là particuliers pour être sûr de ce qui se passe. Et Sansa, je tape sur Sansa. Mon target là-dessus. J'essaye. Et voilà, il n'est pas remonté celui-là. Classique. On va monter sur Rob. Ah, va chier. En tout cas, l'idée, c'est justement de faire remonter ce genre de log sur le CIEM. Et après, derrière, on peut remonter un peu tout type d'événements que l'on veut. Il y a aussi certains EDR aujourd'hui qui font de la détection sur le chiffrement de fichiers spécifiques pour détecter du ransomware sur des postes. Donc ils vont placer des fichiers un peu cachés au sein du poste et ils monitorent en permanence si le fichier est toujours le même ou si il a changé, il est en train de se faire chiffrer. J'ai mon fail sur Rob d'hier soir. Ouais. Donc ça... Sur lequel on a travaillé hier soir, c'est de 20h40 ou 21h30 sur un autre compte. Forcément, je l'avais monté sur un autre. Alors là, soit j'ai mon parseur qui n'est pas remonté encore, qui prend plus de temps, ou alors j'ai un problème sur mon script, mais bon, ça va partir en debug. En tout cas, c'est l'idée. Hier, ça marchait. Je vois qu'on arrive au bout, tu veux conclure sur un truc? Ok. La différence CTI, après on passe au... Ouais. Voilà, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est que, comme on a dit au début, effectivement, quand on part sur un SOC, on ne pense pas directement Deceptive, on va partir directement sur l'antivirus, EDR, XDR, NDR, on va aller voir toutes les solutions qui existent, maison ou industriel. C'est très bien. Il nous a prouvé qu'avec certaines petites choses totalement gratuites, on peut avoir déjà un minimum de remontée d'alerte, je ne sais pas de sécurité, mais de remontée d'alerte sur notre infra et être capable d'intervenir beaucoup plus rapidement. Je pense notamment à l'histoire des comptes fantômes, j'appelle des comptes fantômes.
qui sont des canaries où on peut, sur un ancien admin qui est parti, le laisser tourner, changer de mot de passe totalement aléatoire, extrêmement fort que personne ne connaît, ce qui prouve que dès que quelqu'un tente une connexion dessus, si aucun de nos admins n'est au courant qu'il existe, c'est que quelqu'un d'autre est en train d'essayer, donc il est dans le réseau, donc oui, c'est déjà trop tard, mais au moins on est au courant et on peut essayer d'intervenir au plus vite. Donc en tout cas, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est que la déceptive, ça peut être connu ou non, mais en tout cas, c'est accessible à tout le monde. On peut commencer avec des choses vraiment très simples et déjà avoir un petit peu de détection supplémentaire. Ça ne coûte pas grand-chose. Et pour finir, je parlais au tout début justement de la différence entre les honeypots, ce qu'on appelle low interaction, et les honeypots high interaction, parce qu'on a souvent la confusion quand on parle de honeypots. Donc je voulais conclure un petit peu sur cette partie qui est plus CTI. L'idée c'est par exemple si on voudrait avoir un honeypot qui soit plus orienté comportement de l'attaquant, étudier les nouvelles menaces, les choses comme ça, là on partirait plutôt sur des faux réseaux qu'on peut appeler Honeynet par exemple. C'est un réseau complet qui serait simulé, qui simule une entreprise avec des vrais serveurs, des vrais services et on monitore en fait toutes les actions de l'attaquant. Ce genre d'approche est particulièrement intéressante pour étudier les nouvelles menaces. Par contre, elle est très difficile à mettre en place, beaucoup plus que ce qu'on pense. Si vous passez avec des honeypots low interaction, comme vous trouvez par exemple avec des petits projets GitHub qui font pas mal de scripts pour simuler des serveurs, vous allez avoir plein d'alertes, ça c'est sûr. Toute la journée, vous allez avoir des IP qui tapent votre serveur non-stop. Mais c'est quasiment que des bots à 95%. C'est quasiment que des IP connus et des comportements déjà connus. Donc pour être le premier à détecter une nouvelle menace avec des honeypots, c'est beaucoup plus complexe que simplement mettre un faux serveur sur Internet. Donc le plus important, si vous partez dans une direction plus d'analyse de comportement, c'est de bien réfléchir au réalisme de votre réseau, au réalisme aussi des utilisateurs qui sont dessus, des faux fichiers que vous allez mettre. Il faut que le tout soit cohérent, il faut que ça soit associé aussi à une entité intéressante. Parce que si vous créez une entreprise de toutes pièces, une identité fictive pour votre faux réseau, ça aura beaucoup moins d'intérêt que si l'attaquant pense qu'il a compromis une multinationale. Dans ce cas-là, il se dira « Ok, ça vaut peut-être le coup là, que je lance ma zero day sur ce serveur parce que derrière, j'ai compromis une grosse boîte. » Donc il y a aussi ça à réfléchir et surtout le monitoring n'est pas aussi évident que ce qu'on pense. Par contre, d'un autre côté, avec les Honeynet, vous avez une vision beaucoup plus complète de l'attaque, forcément, vu que vous pouvez suivre un petit peu l'attaquant et toute sa progression sur le réseau. Donc voilà, nous, c'est des projets de R&D qu'on est en train de faire avec l'INRIA Central Supélec. On travaille sur ce sujet. Mais si votre priorité, c'est vraiment la détection sur des réseaux internes, partez plutôt sur des honeypots low interaction ou toutes les stratégies déceptives qu'on a pu voir aujourd'hui, qui sont beaucoup plus adaptées à ce genre de choses. Merci beaucoup. Merci à tous.